Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast Je viens bosser chez vous qui donne la parole à l'entreprise et à toutes celles et ceux qui la font au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de féminiser ce podcast en bonne compagnie de Valérie Cotreau, dirigeante d'Artefacto. Bonjour Valérie. Salut Géry. Bienvenue chez toi. Ah mais je te remercie. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, on va découvrir ensemble quelle est ton entreprise, ses actualités, notamment vis-à-vis de l'emploi, qui tu es aussi toi en tant que dirigeante d'entreprise, un peu tes passions aussi. Quel programme. Ce podcast par la traditionnelle double question, good cop, bad cop, la question sympa, la question qui fâche. Prête ? Carrément. Bon, alors je disais, on va découvrir ton entreprise. Explique-nous déjà ce que représente Artefacto aujourd'hui. Quel est son job ? Alors, nous, on a une histoire qui fait que finalement l'entreprise s'est reconstruite sur elle-même. On est une boîte de tech, et une boîte de tech, ça change et ça change vite. Donc, ce qu'on faisait il y a 20 ans, parce que c'est terrible à dire, mais on a quand même démarré il y a 20 ans. C'est création en 98. Ouais, création. Voilà, création. Je m'en souviens, je sais bien où j'étais. J'ai crié devant ma télé avec des amis, comme tout le monde. Donc, et le chinchilla a sauté par la fenêtre ce jour-là, mais bon, c'est terrible. Donc, et l'entreprise était déjà créée. C'était tout juste. En fait, c'était tout juste créé et je me souviens effectivement avoir passé cette Coupe de Monde avec les premières personnes qui étaient salariées de l'entreprise, quoi. Bon, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai repassé la Coupe du Monde de 2018 avec mon équipe aussi. Donc, et on a aussi crié devant la télé. On était un peu plus nombreux, mais c'était super sympa aussi, quoi. Alors à l'époque, en 98, quand tu lances ton entreprise, c'est quoi ? Alors 98, on est des créateurs de contenu. L'image de synthèse, c'est le tout début. Je vais passer, comme diraient mes enfants, pour un dinosaure. L'image de synthèse, c'est quand même le début dans le monde professionnel. Et on crée notamment les images pour le métro de Rennes. Donc ça, c'est ce qui nous met le pied à l'étrier concrètement, parce que ça nous permet d'accéder à la commande publique et ça va permettre de démocratiser un peu tout ça. Donc c'est numériser des plans, c'est ça ? C'est ça. Des images. On numérise des plans papier. Moi, je me souviens. Voilà, je récupère une pile de plans à la SEMCAR, qui est la société d'économie mixte qui pilote la construction du métro et qui pilote aussi la deuxième ligne aujourd'hui, avec qui on a travaillé 20 ans après. On va ouvrir bientôt. Exactement. Et donc, on récupère une pile de plans papier. Il faut tout numériser. Donc, je fais ça au CUTCH. Le CUTCH, c'est le truc des architectes là pour mesurer. Parce qu'il faut le dire, ta formation. Voilà, voilà, ça m'a bien aidé pour comprendre ces plans indigestes au début. Et effectivement, ma formation première, c'est architecte. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'accéder à ce métier-là, c'est sûr, parce que les toutes premières images, c'est pour mes confrères architectes, dans un cadre de concours d'architecture, où finalement, plutôt que de monter une perspective à la main, ce que j'ai fait, on se rend compte que l'image virtuelle, il n'y a rien de tel en termes de précision, en termes de point de vue. Parce qu'une fois que la perspective elle est campée, on ne change plus de point de vue. Donc quand on s'est ratatiné, c'est tant pis. Donc voilà, donc c'est un outil qui est fabuleux et qui va se démocratiser assez vite dans ce contexte-là. Et Artefacto va être complètement précurseur dans cette dynamique, donc sur de la commande privée, mais aussi sur de la commande publique. D'accord. Et 20 ans après, explique-moi le métier d'Artefacto. Combien vous êtes ? 20 ans après, quelques dates clés entre-temps, c'est la création des pôles de compétitivité qui nous, autour de 2003 ou 2005, qui nous permet finalement, qui nous oblige, c'est pas nous permet, c'est qui nous oblige à sortir un peu de notre trou, dans le sens où il y a des projets de recherche qui sont en train de se mettre en place avec des grands comptes, et ça nous donne l'opportunité d'être suiveurs sur ces projets-là, et ça nous permet de comprendre un peu ce que c'est que de monter sa propre R&D en interne dans l'entreprise, et ça va être un déclencheur pour nous. C'est-à-dire que très vite on comprend qu'on peut pas être que des producteurs de contenu, mais qu'il faut devenir des producteurs de solutions avec des créations ad hoc, des créations spécifiques. Donc en fait, cette histoire de pôle de compétitivité nous permet de poser une première base de R&D dans l'entreprise qui nous amènera à développer des applications et qui nous a amené à faire un travail considérable autour de la réalité augmentée pour aujourd'hui être précurseur au niveau de la réalité augmentée. Et à l'époque, c'était pas que du bâtiment, ça aussi ?
Non, alors on a fait... Dans plein de secteurs, oui, c'est-à-dire qu'assez vite on diversifie. On diversifie pas par stratégie, hein, on diversifie par passion, hein, on va se le dire. Donc, on travaille beaucoup quand même dans le domaine de l'immobilier et du bâtiment, c'est un premier pôle fort. Et puis assez rapidement, on va travailler dans le secteur de la muséographie. On travaille avec des musées, on travaille avec l'aquarium de Brest, Océanopolis. Enfin, donc on a tout un parcours un peu empirique à ce moment-là, c'est évident. Et puis on attaque aussi le domaine industriel, puisque le métro nous permet de rebondir sur le matériel roulant. Et on va travailler avec des gens comme Siemens, comme Alstom, et puis Naval Group est devenu un partenaire aussi assez fort sur toutes ces années, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour eux ? Sans dévoiler de stratégie. Sans tout dire, on a quand même un peu la flotte française en numérique. Hein, tu numérises les bateaux. Ça leur a servi, exactement. Ça leur a servi comme outil de vente, hein, très concrètement, dans le cadre de salons. C'est-à-dire, je mets des casques, des lunettes, je me balade dans une frégate. À ce moment-là, on n'était pas forcément en casque, mais on était en application temps réel et on faisait une visite temps réel d'une frégate avec tout son équipement, on va dire. Donc, et ses petites finasseries. Et un musée, pareil. On se balade dans le musée sans y être. Alors, sur la partie musée, ce qu'on a pu faire dernièrement, c'est des applications sur tablette, parce que c'est pas invasif, en fait. En termes de médiation culturelle, ça permet de ne pas toucher au lieu. Donc sur des lieux de patrimoine ou sur des maisons comme la maison Loti, des choses comme ça, des lieux qui sont très chargés sur lesquels on ne peut pas vraiment intervenir, travailler avec des outils numériques, ça permet de tout dématérialiser et d'avoir un enrichissement du parcours. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a fait pas mal de choses comme ça. Aujourd'hui, on continue à faire des projets de patrimoine, mais on va dire des projets d'opportunité quand on vient nous chercher pour notre spécificité. Par exemple, en données. Alors, on a des choses qui sont en cours dans le 56, c'est pas encore signé, donc je vais pas dévoiler de secrets aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est vraiment on vient nous chercher sur les projets de patrimoine quand on va pouvoir justement travailler sur des plateformes dématérialisées en utilisant la réalité augmentée. C'est-à-dire que j'arrive sur un site, je vais pouvoir matérialiser un personnage virtuel, le faire parler, des choses comme ça. Y compris un site en ruine, par exemple. Complètement. Tu fais revivre. Exactement. Donc, c'est des sujets qui sont tout à fait en cours en ce moment. Ton projet le plus éloigné, parce qu'on parle beaucoup de la Bretagne, là, mais tu fais des projets dans le monde entier. Oui, pour l'instant, là actuellement, on a une activité, on a 3 projets sur New York. On a mis un tout petit pied à New York il y a quelques années parce qu'on avait envie de se voir de l'extérieur, je pense, ce n'est que ça. Et là, on a 3 projets en cours dans le domaine de la promotion immobilière, en sachant que c'est des projets qui sont différents. C'est presque un lieu commun, mais on ne peut pas aborder effectivement l'export comme on aborde la France. Et alors, comment tu l'abordes, toi ? On a tâtonné à bloc sur les premières années, c'est une évidence, pour bien comprendre le marché. Le marché new-yorkais, sur les appartements qui sont commercialisés, le ticket d'entrée, c'est 5-6 millions. Donc forcément... Pour un espace, non, pas très grand, mais quand même, pour eux, on vit dans des cages à lapins quand même. Donc c'est quand même relativement spacieux parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques, mais il est clair qu'on ne peut pas avoir les mêmes outils de communication quand on commercialise ce type de... Leur panier moyen n'est pas tout à fait le même que le nôtre, quoi. Du coup, les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Les moyens ne sont pas les mêmes, c'est pas très web en fait, c'est plutôt bulles de vente luxe dans lesquelles on va avoir des applications temps réel plus, quoi. Donc c'est une approche qui est différente, il a fallu un peu de temps pour comprendre ce marché-là qui n'avait rien à voir avec le nôtre. Et toi, l'international, ça fait combien de temps que tu le travailles ? Ça fait quand même 5-6 ans qu'on observe tout ça. Après, on a fait des tentatives sur New York. Aujourd'hui, on a une vraie récurrence, mais elle n'est pas suffisante pour y installer quelqu'un dans le dur. Donc, j'ai une personne qui fait la navette, quoi. Donc, aujourd'hui, ça se passe pas trop mal comme ça. Et puis, on a quand même créé, on va dire, un lien client qui fait qu'on a quelques clients qui sont récurrents. Donc ça a tué un peu les distances. Donc aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. C'est co-test, on peut se parler l'après-midi, c'est pas si mal. Donc, c'est quoi les tendances en 2019 là,
On parle beaucoup de réalité donc virtuelle, réalité augmentée. En fait, nous, notre entreprise, au bout de 20 ans, le constat qu'on a fait, c'est que continuer à croître sur du service, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est risqué. La visibilité, elle est relativement court terme. Dans une entreprise de service comme la nôtre, on est quand même beaucoup sur du projet spécifique. Donc l'idée, c'est d'industrialiser un peu tout ça, de packager un peu tout ça pour avoir une meilleure visibilité. Très naturellement, on s'est aussi penché sur des solutions full logicielles. Alors, explique-moi. Alors, je vais expliquer. Le constat, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. C'est que finalement, nos clients, aujourd'hui, on a 3 grands pôles. Hein. On va avoir l'immobilier, l'industrie au sens large, mais c'est du manufacturing, c'est des choses dont j'ai parlé, c'est matériel roulant, mais pas que, ça peut être de la machine-outil. Et puis, on a tout un pôle aussi autour des énergies renouvelables et du démantèlement des centrales nucléaires. Donc on a construit des centrales pendant un certain temps, maintenant on va les déconstruire. Donc, alors explique-moi comment toi, t'interviens. Alors comment ça se passe ? C'est très compliqué à déconstruire une centrale. C'est pas du tout trivial parce qu'on a pensé comment les construire, mais on n'a pas pensé comment les déconstruire. Donc quand on intervient sur un cœur nucléaire, il y a des précautions à prendre. Et là, pour le coup, la réalité augmentée est une aide précieuse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller sur site, expliquer ce qu'il y a derrière un mur de béton qui fait, 1 mètre d'épaisseur. On va pouvoir expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur. On va commencer à pouvoir même mesurer des gabarits pour voir si on a la place de sortir les éléments. Ça devient... Tout ça en virtuel, en maquette virtuelle. Ouais, tout ça en virtuel. Donc ça devient très technique. Donc on a des solutions de réalité augmentée, puis on a des films. Il y a un autre pôle qui est important chez nous. Donc on a dit immobilier, industrie au sens large. Et le dernier pôle, c'est la formation. Aujourd'hui, c'est un sujet qui explose dans l'entreprise, qui n'était pas très présent il y a encore quelques années et qui devient quelque chose de vraiment en expansion. Par exemple, le boucher qui n'est plus obligé d'avoir un couteau dans la main. Par exemple. Alors, pour une végétarienne, tant pis je le dis, c'est quand même compliqué. Mais l'idée de tout ça, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage. Parce que les apprenants, aujourd'hui, quand ils sont obligés de se former, on gaspille de la matière première. Donc l'idée, c'est aussi d'aller vers quelque chose de plus écologique et de ne pas gaspiller la viande concrètement parce qu'elle n'est pas commercialisable après. Donc voilà. Et là, on est sur des choses très techniques parce que la question du geste métier, c'est pas une application presse-bouton. Donc c'est en casque, hein, c'est de la réalité virtuelle. Donc on met son casque sur les yeux, mais c'est pas une suite d'actions où je viens appuyer sur des boutons et réaliser un enchaînement. On fait vraiment le geste. Donc là, c'est beaucoup plus complexe techniquement parlant, et c'est aussi pour ça que ce projet-là a été assez médiatisé ces derniers temps. Okay. Alors tu disais industrialisation de ton entreprise. Oui, donc l'idée de tout ça, c'est de se dire, nos clients aujourd'hui veulent de l'autonomie. Le monde a changé, il a changé beaucoup plus rapidement sur les dernières années. C'est-à-dire qu'on a des clients qui veulent de l'autonomie, qui veulent être libres d'utiliser nos solutions. Et le deuxième point d'entrée extrêmement important, c'est qu'avant, on était potentiellement, il y a 20 ans, parmi les seuls producteurs de contenu. Aujourd'hui, tout le monde produit du contenu. Là, ce matin, on produit du contenu audio. Donc, j'ai des clients qui produisent du contenu 3D. Le BIM, tout ce qu'on a entendu les uns les autres. Virtuelle. Voilà, j'allais dire sans trop savoir ce que c'est, mais cette maquette virtuelle qui pourrait, tracer toute la vie du bâtiment, elle commence à être produite et elle va être produite par mes clients. Et donc, pour toi, c'est des concurrences nouvelles. Alors, je le perçois pas comme une concurrence, mais comme une opportunité de changement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a développé une solution logicielle en réalité augmentée qui permet à n'importe qui de publier son contenu 3D. Grâce à toi. Grâce à l'outil. Okay. Ça marche comment ? C'est simple, j'ai une plateforme web et j'ai une application sur ma tablette ou sur mon smartphone. Je vais charger, comme je peux charger une image, je vais charger mon fichier 3D sur cette plateforme. Ça va se parler avec le téléphone, grâce au Wi-Fi, c'est pas complètement magique, mais un peu quand même. Donc tout ça, ça va se synchroniser. Et je vais récupérer mon modèle 3D en réalité augmentée. Directement. Donc là, il y a effectivement tout un travail de fil de traitement qui est notre savoir-faire, qui permet ensuite de visualiser ce modèle en RA
à l'échelle 1. Alors pourquoi faire ? Réalité augmentée. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant il faut bien VR. Voilà. Voilà. Donc VR, RA, normalement il faut se mettre ça dans le crâne. Donc ça sert à quoi ce truc-là ? Eh ben, ça va servir très concrètement à visualiser des projets à l'échelle 1 sur le site. D'accord. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on travaille énormément avec des gamistes. C'est quoi les gamistes ? Ce sont des gens qui produisent du profilé aluminium. Et ces gens-là ont des distributeurs qui sont des gens qui font de la véranda. Et bien, quand on vient vendre une véranda chez monsieur, madame, ce qui est très compliqué, c'est de se rendre compte ce que ça va donner sur le site. Volume, exactement. Voilà, le rendu. Là, la création de valeur, elle est nette. Ça veut dire que le vérandaliste, avec cet outil-là, il n'est pas vraiment sachant. Par contre, il produit du contenu 3D pour construire, lui. Il en a besoin, il fait son modèle 3D, ensuite il envoie ça à la fabrication. Donc en live, il peut montrer à ses clients. Exactement. Il va récupérer le même fichier qu'il envoie à la fabrication. Il va pouvoir récupérer ce fichier-là, le pousser sur la plateforme, le récupérer sur son téléphone ou sa tablette et voir en fait le projet d'extension. Il va le positionner sur la maison et ensuite c'est localisé. Il va pouvoir se balader à l'intérieur, faire l'aménagement. Et en termes de rassurance en fait pour le client final, c'est extrêmement fort. Donc voilà ce que c'est qu'une plateforme de réalité augmentée ouverte. C'est que ça va permettre à tout le monde de publier ses contenus et notamment à tous les professionnels de publier les contenus qu'ils vont créer eux-mêmes. Donc ça, c'est l'actualité d'Artefacto. À mort. Alors, derrière la techno, il y a quand même des femmes et des hommes. Oui, tout à fait. Tu as démarré toute seule, oui. Dans ton garage quasiment. Ouais, oui, pas dans mon garage, mais dans mon salon, on va dire. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? On est une quarantaine. Okay. On est une quarantaine. Quels sont les profils de l'entreprise du coup ? Alors, on a un ADN qui est mixte. On a architecte. entre créatifs, je dirais, des gens qui font de l'infographie 3D. Okay. Mais on peut être créatif aussi sur la partie développement, il faut le savoir. Mais entre des producteurs de contenu et des gens qui vont faire du code pour encapsuler ces contenus et faire les applications qui vont bien. Donc, on a vraiment deux profils. C'est des profils qui d'habitude ont du mal à se parler et je pense que nous avons réussi à faire un écosystème qui fasse que dans une dynamique de projet, finalement, on arrive vraiment à fédérer des équipes autour d'un projet en vue de satisfaire un client. Donc, c'est pas de la soupe, hein, c'est vraiment l'objectif de l'entreprise, c'est de savoir pour qui on bosse, parce que c'est super important, d'incarner le projet et pour motiver tout le monde à partager cet objectif, en fait. Et alors, tu recrutes beaucoup, régulièrement ces profils-là. Tout à fait, ouais. Avec quelques difficultés ou comment ça se passe ton recrutement ? Alors, bon, c'est très compliqué au niveau des postes de développement. D'ailleurs, on cherche toujours du monde, avis aux amateurs. C'est-à-dire avec combien de postes là demain Concrètement, là, on a au moins 2 postes à pourvoir. D'accord. Dans l'urgence, on a 2 postes à pourvoir en développeur Unity 3D. Et c'est vrai qu'on a quand même du mal à... Après, on a aussi du mal à recruter parce qu'on a un gros pic d'activité, notamment sur la formation, mais pas que, qui fait qu'on a eu des demandes fortes sur les derniers mois et qu'on continue à en avoir. Tant mieux. Donc, ça veut dire que la tendance est plutôt bonne. Mais en face, il faut des ressources et c'est un peu dur de se dire qu'à un moment, on va devoir... aller chercher du support de sous-traitants là-dessus, quoi. Donc, on n'a pas envie de faire ça. Mais on a un mal de chien à avancer. C'est quoi pour toi le candidat idéal, s'il existait le profil idéal pour bosser chez Artefacto ? Il y a 2 choses. Il y a il y a la compétence technique. Le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire et évidemment le pendant, c'est le savoir-être. Ça, c'est très important chez nous. On a travaillé donc au projet de l'entreprise l'an dernier collectivement. On a retravaillé sur nos valeurs. J'avoue qu'il y a quelques années, pour moi, les valeurs, c'était un peu de la soupe. Et en fait, pas du tout. Je le dis, parce qu'il faut aussi capitaliser sur ses erreurs. Et c'est très important, finalement, les valeurs, elles sont en nous. Mais là, le fait de les exprimer collectivement, ça nous a fait du bien. Et la première de toutes, pour moi, c'est l'engagement. Parce que je pense que aussi, je suis engagée dans le cadre de mon travail. Donc, moi, j'ai envie d'avoir des gens engagés au niveau de l'entreprise, dans le sens où il faut aimer son boulot, quoi. Moi, je veux pas des gens qui viennent pour faire de l'alimentaire, quoi. C'est pas possible. Donc, de la passion. Ouais.
faut de l'envie, quoi. Parce que quand on a ça, on n'a pas l'impression de bosser complètement, quoi. Donc l'engagement, c'est le premier truc super important. Le collectif. Alors quand on dit le collectif, tout le monde dit pas de problème, collectif, super. Le collectif, ça veut dire que quand il y en a un qui est dans la mouise, les autres doivent lui filer un coup de main, quoi. Donc en situation de crise, c'est un peu plus difficile. Donc on bosse aussi pas mal là-dessus. On en plaisante aussi beaucoup. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie belle dynamique d'équipe par rapport à ça. Et puis, le dernier point chez nous, c'est la créativité. Et ça, c'est notre ADN depuis toujours, quoi. Et il faut savoir se remettre en question tous les jours. Faut se mettre au bord du précipice aussi tous les jours. Et donc, la curiosité. Ouais, voilà. Ne pas rester sur ses acquis, ça fait partie du jeu. Et alors toi, en tant que dirigeante, c'est quoi le dirigeant idéal ou la dirigeante idéale pour toi en termes de management? Ah ben c'est pas facile. Mais moi, en tout cas, ce que je pense être, c'est compliqué de se regarder, Oui. mais je suis sur un mode de fonctionnement assez flat. C'est-à-dire que je ne suis pas pour une organisation pyramidale. J'essaye de faire en sorte... Je ne suis pas non plus pour une organisation, parce qu'on a un comité de direction avec les responsables de service, et très souvent, je leur dis arrêtez de venir me voir en direct comme un pendule pour poser des questions, parlez-vous entre vous. Et on a mis pas mal d'actions en transverse pour que l'innovation parle au commerce, qui parle au marketing, qui parle à la prod et ainsi de suite. Et ça crée un truc, quoi. Il y a une vraie émulation. Donc voilà, je suis pour un vrai travail d'équipe. Moi, je partage volontiers les réflexions, les doutes, pour avoir des choix collectifs. Après, il faut aussi un pilote dans le bateau et avoir une vision. La réalité augmentée, j'ai ça en tête depuis 10 ans. C'est terrible à dire, mais c'est quand même une réalité. Parce que je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre l'expérience plus immédiate pour visualiser un bâtiment en extérieur. J'avais bien compris que nos donneurs d'ordre ne comprenaient pas le projet, ni architectural, ni urbain, donc dans différents cas de figure. Et je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on trouve une façon de communiquer immédiatement sur le site. Voilà, pas de barrière conceptuelle, parce que plan coupe élévation, c'est conceptuel. Se rapprocher de la réalité. Voilà, donc être dans l'immédiateté de la compréhension du projet. Et c'est comme ça qu'on commence aussi à bosser sur la réalité augmentée. Donc ça, c'est quand même un point de visée, une vision que... Donc ça, c'est ton rôle de dirigeant. Voilà, donc c'est à moi de faire ce job-là, mais toujours dans l'écoute du collectif et dans l'écoute du contexte. Donc en tout cas, j'essaye de bosser comme ça, et sinon je m'embarrasse pas trop du protocole. Ça, c'est un peu aussi mon ADN. Ça n'empêche pas le respect. Donc voilà, ça c'est un truc de base aussi, c'est qu'il faut être dans le respect de l'autre, mais voilà, je suis pas protocolaire du tout, jamais. Donc voilà. Et en termes de management, on parle d'entreprise libérée. Artefacto, c'est une entreprise libérée ou... Écoute, j'espère qu'elle l'est suffisamment. Après, faut... Ce qu'attendent les équipes, pour en avoir pas mal discuté avec eux, c'est à la fois de la confiance, de la souplesse, mais un cadre. Donc il faut réussir à mettre le curseur au bon endroit. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que faut pas confondre entreprise libérée et joyeux bordel. Donc c'est ce qu'on essaye d'éviter. Mais donc on navigue un peu entre tout ça. Donc ce qui est sûr, c'est que tout le monde peut partager et pousser ses idées. On a en fait des ateliers transverses pour faire évoluer les compétences en interne, et au niveau du développement et au niveau des infographistes. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui se mettent en marche, et c'est vrai que plus on laisse la parole et plus on co-crée ensemble, et plus on va vite, quoi. Donc on essaye d'être dans cette dynamique de cohésion d'équipe. Comment tu fidélises tes salariés finalement? Je pense que les leviers, en fait, les leviers de motivation, parce qu'on parle de ça, les leviers de motivation, le premier levier de motivation aujourd'hui, c'est le sens. Donc le sens de l'entreprise. Et la quête de sens. Exactement. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va.
Donc, nous, on a dit concrètement, on a envie de continuer à croître, pas sur le modèle préalable, mais bien en pivotant d'un quart au niveau du modèle économique et en ayant une ambition forte au niveau de la croissance par le biais des licences. Donc, on a une ambition forte et on a partagé cette ambition au niveau d'une présentation collective pour justement donner de la vision et donner du sens. Premier truc. La deuxième chose, le deuxième levier sur la motivation des salariés, c'est le N+1, c'est le manager. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc le manager, il doit être à l'écoute, de la même façon que moi je dois être à l'écoute. Il doit être à l'écoute, il doit être en porosité avec ses équipes, il doit être juste. Donc, mais il doit donner le cadre, il doit donner le point de visée, il doit aussi... voilà. Okay. Donc ça, c'est hyper important. Et puis le troisième vecteur, c'est la finance. C'est potentiellement le variable par rapport à son fixe. Et ça va être potentiellement la mise en place d'intéressement, de choses comme ça, qu'on a eu à un moment, qu'on a arrêté d'avoir parce qu'elle n'était pas forcément super vertueuse, et qu'on va remettre sans doute là dans les années à venir. Et qu'est-ce que tu as changé du coup entre les deux ? La difficulté, en fait, c'est qu'on a été beaucoup, nous, en investissement sur les dernières années. Donc, c'était pas forcément un cercle vertueux parce qu'on n'a pas pu verser d'intéressement dans ce contexte-là. On a fait des efforts dans le dur pour justement changer de modèle. Donc là, on devrait commencer à en récupérer les fruits. Donc, ça devient... mais il faut aussi savoir, et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'en dehors de la partie intéressement, moi, j'hésite pas à primer mes équipes quand il y a eu un effort collectif. Et là, faut être bon là-dessus. Ouais, faut être bon là-dessus. C'est-à-dire que les mecs, quand ils s'investissent, quand ils sont là, faut savoir être présent aussi. Il faut savoir le voir. Donc ça, c'est vraiment une dynamique managériale où il faut qu'on soit tous en porosité au niveau des responsables de service et puis de la direction. T'aimes bien ce terme porosité. C'est vrai, c'est un peu une capillarité parce que moi je fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire que très souvent ce que je dis c'est que je me nourris des autres beaucoup. J'adore, j'écoute quoi. J'écoute et je ramène toujours des idées intéressantes du contexte, de l'écosystème. Et je dis que si on n'en applique que 10%, on progresse, quoi. C'est déjà pas si mal. Et alors, je reçois très peu de dirigeantes parce qu'elles sont plus rares que les dirigeants. Comment ça se fait donc ? On va pas se le cacher. Comment tu appréhendes ce rôle en tant que femme ? Alors, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une équipe, écoute, sans tomber dans les clichés. Non, sans tomber dans les clichés. Et puis J'imagine que tu as été confrontée à des situations peut-être un peu cocasses. Non, mais j'y pense même plus, parce qu'effectivement, tu vois, c'est une question que tu poserais pas à un homme. De fait. Quoique, on pourrait leur poser. Donc, et c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Et c'est assez marrant parce que je suis au conseil de surveillance de Ouest France. Et c'est un sujet qui a été abordé la semaine dernière. Et c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce n'est pas uniquement une problématique d'entreprise. C'est une société. Exactement, c'est un problème de société. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient « Oh là là, mais j'ai pas eu le courage de basculer », mais cette personne-là n'a pas eu le courage de basculer, non pas parce que son entreprise lui offrait pas la possibilité d'eux, c'est que finalement la pression globale sociale est tellement forte sur le fait justement de se dire mais quand même elle a un boulot qui est un peu atypique, et comment est-ce qu'elle s'occupe de ses enfants, il y a tout un contexte. Le conjoint est pas forcément d'accord. On reste encore dans des schémas. Alors, les trentenaires sont en train de changer, à mon sens, cette vision-là, très honnêtement. Donc, je pense que dans une génération, ce sera peut-être derrière nous. Mais la pression, elle est vraiment globale, elle est sociale. Et c'est vrai qu'il faut batailler un peu pour exister. C'est-à-dire que y a peut-être plus de pression. Moi, c'est vrai que quand je fonctionne au quotidien, j'ai ma journée au boulot à fond, et puis après, je pars chez moi à fond pour m'occuper de mes gosses, et on a l'impression d'enchaîner, et malgré tout, ça reste, je pense, une vérité, mais qui va à la cocole pour suivre les gosses, c'est quand même souvent les nanas. Donc, qui s'occupent de leur tendontiste, c'est les nanas aussi. Qui les emmène chez le toubib, c'est souvent les femmes. Et du coup, on a un côté un peu intendance qui... Après, il faut qu'on lâche un peu la bride. Okay. Parce qu'on a tendance aussi
à dire non, mais ouais, bah oui, parce qu'on préfère emmener les gosses quand même chez le toubib et puis chez l'orthodontiste et puis aller écouter ce que vont dire les profs à l'école. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde apprenne de tout le monde pour gentiment faire changer les choses. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute un peu taper dans le mammouth au début quand on est une femme. Après, moi, je n'ai jamais eu le sentiment de faire ça. Hein. Et dans le monde des affaires ? Écoute, moi, j'ai été culpabilisée jusqu'à 30 ans en me disant « Oh là là, je suis une femme et je suis jeune, c'est terrible, c'est terrible. » Et puis, à 30 ans, je me suis dit « Mais que c'est bête hein. On vieillit tellement vite, mais c'est affreux. » Donc, je me suis dit « Arrête tout de suite ce complexe débile, profite, ça va pas durer. » Donc en fait, ça a été terminé. Mais terminé. Donc, je ne me suis plus jamais posé la question et je crois que le fait de ne pas se la poser fait qu'il n'y a pas de sujet, quoi. Okay. Mais réellement, quoi. Donc, pas de sujet. Bah, disons que j'ai pris cette décision-là, n'est-ce pas ? Vous ferez le calcul il y a 16 ans, donc j'assume et j'espère de vivre vieux, comme dit la chanson. Non, mais j'ai pas de problème avec ça non plus, quoi. Donc, mais voilà, je pense qu'il faut... Voilà, faut pas se... Moi, c'est la passion qui m'a fait avancer. Je me suis pas posé de questions existentielles, je me suis pas posé de questions sur la façon dont je manageais avec des hommes ou avec des femmes. C'est naturel. Voilà, je me sens pas femme chef d'entreprise comme j'ai déjà dit il y a pas longtemps, je me sens chef d'entreprise tout court. Donc et puis roule quoi. Donc qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ah, le projet. D'accord. Depuis toujours. Donc j'ai besoin de projet. J'ai besoin d'avancer sur du projet, c'est ce qui me motive. J'ai besoin de penser plus loin à chaque fois. J'ai besoin de me sentir vivante. C'est le projet. D'ailleurs, c'était le projet d'architecture au début. Et finalement, l'entreprise, c'est un projet qui bouge sans arrêt. Donc c'est infini un peu. Et qu'est-ce qui t'agace particulièrement au quotidien ? La mollesse, le manque d'envie. C'est vrai que je suis un peu piquée, moi. Alors, j'ai un peu de mal avec les gens à tonnes, quoi. Mais ouais, c'est les gens qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours mal aux cheveux. C'est vrai que ça peut m'agacer parce que la vie est trop courte pour ça. Hein. Je tiens à vous le dire, on va tous crever. Donc, autant s'éclater un peu, quoi. Donc voilà quoi. Artefacto, ça veut dire quoi ? On aurait peut-être dû commencer par là. Artefact, c'est une image qui n'est pas réelle. Oui. Donc artefacto, l'eau, il était un peu tard, on avait un peu bu, c'est devenu artefacto quoi. Pour aller visio. Donc voilà, pour aller visio, très bien. Artefacto pour aller visio, ça je vais la garder. Okay. Et alors, explique-moi, t'écris sur les fenêtres, hein, c'est ça ? C'est la première fois que je vois ça dans une entreprise. Oui, alors vous n'allez pas forcément le voir, vous qui nous écoutez, mais effectivement, dans mon bureau, j'ai une grande baie vitrée. Et en fait, c'est comme un tableau Velleda, quoi, la baie vitrée. Donc, c'est une surface immense sur laquelle on peut s'éclater. Donc, quand ça me prend, je prends mes feutres et puis j'y vais, ouais. Donc, et d'autres ont reproduit ça dans la boîte. D'ailleurs, ça va bientôt être un peu cracra, mais c'est très pratique. Donc, ça s'efface bien. Oui, sans problème. Donc, allez, on continue la visite de ton bureau. Oui. Il y a un immense tapis. Oui. Il vient d'où ce tapis ? Ah écoute, ce tapis, j'avoue qu'il vient de je ne sais plus où, mais l'idée c'était de casser un peu la sonorité parce que si tu le notes, on a un sol en béton brut et des... Très industriel. Ouais, c'est très industriel, donc il fallait casser un peu la réverbération, donc c'est pour ça que j'ai mis quelques tapis au sol. Et puis alors des fauteuils qui bougent tout le temps. Oui, alors ça c'est vrai que après sur la partie design, je m'étais donc le bâtiment date de 2013. Je m'étais promis que si jamais j'avais de construire le siège, j'allais m'offrir du mobilier USM, vous regarderez sur Internet, qui est un mobilier qui ne bouge pas pendant des décennies. Mobilier moi, que j'adore, et là c'est vraiment ma culture architecturale qui fait ça. Je voulais un grand bureau qui soit à la fois un bureau table de réunion, pour pas avoir le bureau et la table de réunion dans son bureau, je trouve ça naze, j'aime pas. Un grand bureau carré. Voilà, où tout le monde peut se mettre autour. Et très régulièrement, quand on fait des réunions dans ce bureau, en fait, il y a un écran qui est déporté. Moi, je laisse ma place à celui qui pilote la réunion, il prend mon poste et il fait sa présentation. Donc ça aussi, c'est une façon de dire, il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas de protocole. Voilà, donc c'est un peu cette dynamique-là.
Et puis après, j'ai un petit ball chair que tu auras vu derrière, qui a une sonorité tout à fait particulière quand on est à l'intérieur. C'est un peu le cocon. Exactement. Donc, un fauteuil bulle. Un fauteuil bulle. Et puis oui, j'ai des sièges en fait qui sont prévus pour l'extérieur notamment, qui sont des sièges qui sont couchés sur le flanc et qui me font penser à des... En fait, j'ai eu des verres comme ça que j'avais achetés quand j'étais étudiante au Salon du Design à Milan au mois d'avril, que je vous recommande, c'est une expérience à vivre. Et j'avais acheté des verres de chez Borexipec, qui étaient exactement cette réplique-là, où en fait, ils étaient posés sur le flanc. Et je me suis dit, c'est trop rigolo, ça me fait tellement penser à ces verres. Comme une toupie. Exactement. Donc, que j'ai racheté ça. Je devrais les mettre sur ma terrasse, mais ils sont restés dans mon bureau du coup. Donc, voilà, j'ai pas encore eu le courage de les sortir. Allez, on termine par la traditionnelle double question good cop, bad cop. Oh là, la vacherie. La question sympa, la question qui fâche. Je t'attends. Il n'y a pas de problème, je peux être une sorcière. Tu veux commencer par laquelle? Celle qui te fait plaisir. Allez, la question sympa. Que faisais-tu au Sénat le 28 mars 2019? Mais c'est très intéressant. En fait, faut que j'arrête de dire en fait. On a accueilli un sénateur en 2018. Ce qui s'est passé, c'est que qui n'était pas de ma région, exactement. Et c'est la CCI qui me demande éventuellement si je serais d'accord pour accueillir quelqu'un dans l'entreprise sous forme de stage pendant 2 jours. Donc ça me fait rigoler, je trouve ça... Ce que tu fais régulièrement. Ce que je fais régulièrement, avec des troisièmes. Et donc la CCI me dit, bon, voilà, on va présenter plein de fiches d'entreprise, donc bon, il y a quand même peu de chances que ça tombe chez vous, quoi. Donc moi, à tous les coups, je gagne. Donc, je récupère un sénateur du Tarn-et-Garonne. Donc un stagiaire un peu particulier. Un peu particulier. Donc, comme il est sénateur, je lui fais un programme de ministre. Et du coup, sur 2 jours, on lui fait découvrir à la fois le monde de l'entreprise, mais aussi l'écosystème. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'est de comprendre qu'une boîte, ça vit pas dans son trou, ça vit avec des gens et qu'on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on travaille avec un écosystème. Donc, et en fait, on passe 48 heures assez étonnant, super intéressant, je pense, pour lui et pour nous aussi. Donc l'objectif, c'est de reconnecter le politique avec l'économie. Bien évidemment. Donc bon, ça peut faire peur, mais j'ai trouvé que c'était une démarche courageuse de sa part parce qu'il ne savait pas où il allait tomber, il ne savait pas comment il serait accueilli. Donc, il fallait quand même envoyer un peu du pâté, quoi. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Et le Sénat m'a tanné pour que je vienne faire une restitution. C'était la semaine dernière, il me semble. Et donc, j'ai fait le boulot. Mais je pense que ça fait aussi partie de notre job de dirigeant, de faire ça, d'essayer de faire progresser les institutions. Donc, qu'est-ce que tu en retires, toi, de cette expérience? À la fois pour ton entreprise, pour la politique, pour... Ce qui était assez marrant, c'est que finalement, quand il est venu chez nous, il s'est vraiment mis à l'écoute. Et donc moi, je suis allée le voir chez lui la semaine dernière. Il m'a fait faire une visite du Sénat où je me suis rendu compte de la culture mais monstrueuse de cet homme qui était capable de me faire la visite détaillée, commentée de tout le Sénat. J'ai appris énormément de choses sur l'histoire. C'était un livre ouvert, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé... La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on apprend en sortant d'un moment comme ça. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc, à partir de ce moment-là, je considère que c'est une expérience enrichissante. Le tout, c'est d'apprendre quelque chose, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était enrichissant pour moi parce que j'ai vu ça différemment. J'ai vu aussi des gens qui étaient en plein boulot, là, qui bossaient, qui avaient du taf. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, j'ai vu aussi un monde qui essaye de s'ouvrir aux entreprises. Puis, j'en ai profité pour... passer des messages. Exactement, on était là pour ça. Par exemple. J'ai dit, je suis contre le broyage des poussins. Donc, libérons les poussins. Quelle honte d'avoir fait un truc comme ça. Donc, voilà ce que j'avais. J'ai dit contre le broyage des poussins. Donc, par exemple. Donc, Et dans l'entreprise, vis-à-vis des collaborateurs, ça a changé quelque chose? Je pense qu'ils ont à la fois été surpris et pas tant que ça. Donc, parce qu'on a fait des interviews, moi je lui ai fait rencontrer les gens, les vrais gens et les métiers de l'entreprise. Donc, le premier jour a été beaucoup consacré à ça. Donc, il a rencontré tous les métiers de la boîte. Donc, et puis le deuxième
Le deuxième jour était plus consacré à l'écosystème. Donc, on est allé visiter Bicom et tout le monde a joué le jeu. C'était super. On a un super écosystème quand même. Donc ça, c'est... Comme le pôle de compétition. Oui, pardon. Ouais. Je l'ai emmené à l'opéra le premier soir. Mais ça faisait sens parce qu'on a bossé aussi avec l'opéra. Donc voilà, je voulais qu'il ait... Tu as fait quoi pour l'opéra? Rappelle-nous. On est sur l'Opéra Hors-les-Murs depuis tout ça. On a fait une application qui permet de faire une visite de l'opéra en utilisant des 360 en casque immersif avec une super qualité de rendu parce que c'est pas un établissement qui se visite comme ça. Donc c'était la possibilité pour le grand public de faire une visite sans être sur place avec un très gros niveau de définition. Donc voilà, c'est et puis au tout début, mais je devrais pas le dire, mais il y a 20 ans. Dis-le. J'ai dessiné la banque d'accueil quand même à l'opéra, quoi. Ouais, j'étais toute petite, ouais. Donc, mais oui, truc de fou, quoi. Donc parfois je me dis, il faudrait que je la refasse quand même. Mais donc voilà, donc on avait une histoire, donc ça faisait sens. L'idée c'était que ça faisait sens. Allez, ta question pourrie, c'est quoi? La question qui fâche, bad cop. J'ai vu un éléphant dessiné sur ta façade. Oui. Avec un up marqué à côté. Oui. Pourquoi un tel signe ostentatoire alors que l'image de l'éléphant dans un magasin de porcelaine c'est plutôt lourdeau? Bon, il y a Dumbo qui est sorti au cinéma ces jours-ci, on est un peu dans l'actualité. Excellent. Cette image d'éléphant. Eh ben, c'est la culture du paradoxe. C'est-à-dire, c'est parce que cet éléphant, il fait du saut à la perche, n'est-ce pas? Et c'est de dire que rien n'est impossible. Donc, que toutes les choses sont envisageables. Et c'est de se dire qu'on peut aller toujours plus haut. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure avec l'histoire de la créativité. C'est remettons-nous tous les jours au bord du précipice et allons chercher autre chose. Donc, l'éléphant, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dépasser systématiquement pour aller chercher plus loin. En général, c'est pas ce qu'on me dit sur l'éléphant. Au début, ce qu'on m'avait dit, c'était « Ah, mais tu te rends pas compte, l'éléphant, c'est l'enseigne de Nantes, à Rennes. Comment tu peux mettre un éléphant ?» Je dis « Mais on s'en fout. Nantes n'a pas le monopole de l'éléphant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment la culture du paradoxe. C'est le fait d'aller plus loin, plus haut tout le temps. On peut être un éléphant. Voilà. Et être agile. Exactement. Donc... Merci Valérie. Je t'en prie, Géry, avec plaisir. Et merci à vous pour cette écoute. N'hésitez pas à vous abonner, je le disais, liker, partager, commenter, posez vos questions à Valérie. Ça nous ferait un plaisir de lui relayer. Et j'y répondrai. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un ou une nouvelle invitée. À bientôt. Salut.